la situation sécuritaire, dit-il, n'est pas prise en charge. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Vous présidez à l'African Security Sector Network. Il y a une réaction à attendre des autorités maliennes de transition à ce retrait partiel de la France. Est-ce qu'ils vont joindre les actes à la parole ? Il y a déjà eu beaucoup de réactions en anticipation à ce retrait qui ont visé à démontrer que le Mali était insatisfait de la façon dont va être redéployé le dispositif militaire français. On voit que l'on s'est inscrit récemment dans une surenchère, mais je pense qu'il est très important de se rendre compte que le différend, notamment en ce qui concerne la région de Kidal, est ancien en réalité et que c'est vraiment autour de cette enclave que se sont cristallisés de nombreux désaccords et de très nombreuses méfiances réciproques entre la France et le Mali. Oui, lorsque j'évoquais la réaction possible, on pense effectivement à ce report d'élections. Ça peut être effectivement une réponse des autorités maliennes à ce retrait anticipé de la France, ou ce qui est perçu comme tel ? Moi, je ne pense pas que ce soit une réponse véritablement à cela. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une crise diplomatique extrêmement profonde et chaque acteur fait valoir ses cartes en bluffant dans certains cas, comme peut-être à travers l'évocation de l'arrivée potentielle de la société militaire privée Wagner, voilà, ou alors à travers cette question des élections. Mais cette question des élections, elle a été évoquée bien avant l'épisode de ce retrait aujourd'hui. Oui. Et elle est imputable sans doute à d'autres éléments. Et c'est un engagement qui n'est pas pris seulement envers la France, il a été pris envers les partenaires de la CEDEAO. Absolument, c'est un engagement qui a été pris devant donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a permis à celle-ci de réaffirmer son autorité, puisque si à l'occasion du premier coup d'État d'août 2020, elle était apparue assez ferme en adoptant des sanctions extrêmement strictes contre le pays, sa réaction avait paru beaucoup plus mesurée après le deuxième coup d'État de mai dernier. Donc là, le respect auprès des partenaires ouest-africains est particulièrement important parce que c'est aussi la crédibilité de l'organisation sous-régionale qui se joue. Les autorités maliennes, c'est un peu d'ailleurs ce qu'elles disent aujourd'hui en filigrane, et est-ce qu'elles sont en capacité d'organiser un scrutin fiable et fidèle sous 4 mois ? Alors, la difficulté est de savoir dans quelle portion du territoire il est possible d'organiser ce scrutin, et c'est l'argument qui est d'ailleurs mis en avant par le ministre des Affaires étrangères en évoquant le fait que la situation sécuritaire ne permettra peut-être pas de respecter les dates prévues donc de février 2022. Et c'est là qu'en effet le lien et la surenchère avec la France sont mis en avant, puisqu'il est expliqué que le retrait des contingents français du nord du pays va rendre plus fragile cette situation sécuritaire. Barkhane redéployée, la MINUSMA et la Task Force européenne Takuba seront-elles en mesure d'assurer la stabilité du pays et plus généralement de la région ? On pense évidemment à cette fameuse zone des 3 frontières. Alors, il faut bien différencier le mandat des différentes forces. Le mandat de la MINUSMA, donc de la force onusienne, il est d'accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015 et, d'autre part, de protéger les populations civiles et, enfin, d'accompagner les processus politiques, notamment les processus électoraux. Le mandat de la Task Force Takuba est complètement différent. Il s'agit d'une force antiterroriste composée de contingents européens qui sont amenés à accompagner au combat les forces armées maliennes et également à les instruire et enfin à mener elles-mêmes des opérations. Est-ce que cela va suffire ? Ce n'est pas évident parce que la Task Force Takuba a eu du mal à répondre à ce qu'étaient les objectifs fixés par la France, qui est à l'initiative de la mise sur pied de ce dispositif, parce que peu de pays européens majeurs en réalité y ont envoyé des effectifs pour l'instant. Et le calcul stratégique français était un peu que la réduction des effectifs de Barkhane soit composée
compensée par cette force-là. Pour l'instant, on en est encore très très loin. Face à ces insuffisances, insuffisantes contributions, en tout cas, vous semblez dire, de l'Union européenne, face à ce qui peut être pressenti aussi comme un échec du moins partiel pour l'heure du G5 Sahel, est-ce qu'on va revenir à l'esprit d'une certaine manière des accords d'Alger qui, à l'époque, en 2015, avaient vu l'ouverture de négociations? Alors, c'était avec des forces séparatistes de ce qu'on appelle l'Azawad, le nord du Mali. Est-ce qu'on va aller là vers des négociations plus amples, peut-être avec des mouvements djihadistes qu'a semblé d'ailleurs déjà commencer à faire le gouvernement malien? Alors, si je peux me permettre de préciser quelque chose, la Task Force Takuba n'est pas une force de l'Union européenne et c'est toute la difficulté. La Task Force Takuba a été adoptée dans le cadre d'un accord politique entre pays européens. Mais ce n'est pas un dispositif européen. Le dispositif européen au Mali, c'est la mission IUTM d'entraînement. Pour ce qui est de cette question des négociations, c'est en réalité un autre contentieux très important entre la France et le Mali, qui ne remonte pas de l'arrivée au pouvoir des autorités civilo-militaires, mais qui était déjà extrêmement aigu sous le président Boubacar Ibrahim Keïta. Et l'engagement répété des autorités successives, quelles qu'elles étaient, à faire appliquer les décisions de dialoguer, y compris avec les groupes armés radicaux qui ont été énoncés notamment par le dialogue national inclusif en 2019, sont régulièrement réaffirmés par les autorités maliennes. Aux grandes dames de la France, on avait eu cet échange très intéressant entre le Premier ministre Mokhtar Ouane et le ministre des Affaires étrangères français qui disait son opposition absolue à ces négociations. Dans ce contexte déjà compliqué, en quoi l'intrusion d'un nouvel acteur comme Wagner change-t-elle la donne? La France a dit d'ores et déjà, si Wagner est présent au Mali, nous n'avons peut-être plus notre place, nous, Français, au Mali également. Ça va changer également dans le rapport entre le pouvoir et ses adversaires djihadistes? Alors les autorités françaises ont été beaucoup plus fermes. Elles n'ont pas dit nous n'avons peut-être plus notre place. Elles ont dit il s'agit d'une ligne rouge à ne pas franchir. Et si la société Wagner venait au Mali, nous retirerions immédiatement. La question est de savoir s'il s'agissait d'un coup de bluff des autorités maliennes, justement pour démontrer aux autorités françaises qu'elles avaient la capacité de mobiliser d'autres acteurs. Et de ce point de vue-là, cette manœuvre est quand même assez réussie, puisque les plus grandes chancelleries occidentales ont été mobilisées par cette question entièrement, y compris en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sur le fond, ça change la réponse ? Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de distinguer cette société militaire privée Wagner, qui n'a pas vraiment d'existence légale, et qui est accusée de mener des activités mercenaires et de se livrer... En Libye notamment, oui. En Libye, en République centrafricaine notamment, où vraiment il y a des faits avérés de violation et d'abus très graves des droits de l'homme. Et d'autre part, la question de savoir si la France est prête à accepter de voir d'autres partenaires conventionnels, dont la Russie, qui est quand même supposée, d'un point de vue officiel, lutter elle aussi contre le terrorisme, arriver sur le terrain malien. Et c'est à cette question qu'il est très très difficile de répondre aujourd'hui. Et l'autre question, est-ce que ça changera la manière de lutter contre ces groupes? Là aussi, c'est un point d'interrogation. Alors moi, je ne pense absolument pas que des acteurs comme la société militaire privée Wagner aient la capacité d'inverser la situation stratégique sur le terrain au Mali. On a vu qu'en Libye, au Mozambique, même en République centrafricaine, au Moyen-Orient, où ils ont été aussi déployés, ils n'ont pas eu de succès particulier. Et à mon avis, les troupes russes, quelles qu'elles soient, ne maîtrisent pas suffisamment bien le terrain africain pour pouvoir changer la donne stratégique actuelle. Merci Niagalé Bagayoko, président de la